Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, une émission toute particulière puisque c'est la 800e de Folie Douce. On parlera, Pierre et moi, justement de ces 800 émissions dans quelques instants. Notre invité, José Kerry, vient nous présenter son livre Flashbacks. Notre collaborateur Jean-François Plouffe nous parle de confidentialité en santé mentale. Et Pierre nous amène un sujet, les coûts du mal-être humain. Vous écoutez Folie Douce, émission numéro 800. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce. Et voilà, nous voici maintenant rendus à notre bloc Espresso, un bloc tout à fait particulier aujourd'hui, Pierre. Ouais. Bonjour, Pierre. Salut. On fête notre 800e émission. On fête ça quand même intime, nous deux. Donc, on souligne surtout la 800e émission. Il fallait le faire, je pense que c'est un chiffre magique. Le dernier grand moment qu'on a souligné, c'est la 500e, en 2008. Ça nous ramène quand même à plusieurs années avant. Hein. On avait fait notre émission de nuit. Une émission de nuit, exactement, de 6 heures. Mais la 800e, écoute, je sais pas, je trouvais que on aurait pu souligner la 700e, la 600e, mais à quelque part, la 800e, c'est quand même un exploit jusqu'à un certain point. De base, je veux aussi qu'on parle un peu de nous, parce que ça fait longtemps quand même que tu collabores à l'émission. Moi, j'ai commencé l'émission en 91. Tu es arrivé 5 ans plus tard, en 96. Donc, ça fait quand même longtemps que tu participes à l'émission, parce que l'originalité de Folie Douce, pour le rappeler aux gens, c'est de faire participer des personnes qui ont souffert de problèmes de santé mentale, mais aussi d'informer les auditeurs, ce qu'on fait maintenant avec nos invités, avec donc les gens qui participent à l'émission, ou bien ce sont des spécialistes, des gens qui connaissent la question, ou bien ce sont des gens qui ont vécu eux-mêmes des problèmes de santé mentale. C'est sûr que si j'avais pas fait cette émission-là, on se serait sûrement jamais rencontrés. Je me demandais, toi, parce que je vais en parler personnellement aussi, ce que ça représente, Folie Douce pour moi, ben, c'est quand même un bail, là. Ça fait longtemps que tu t'impliques à l'émission. Ouais. On pourrait saluer Ghislain Malou, oui, qui était là. Longtemps, des nombreuses années aussi, c'est ça. Mais as-tu déjà imaginé ta vie sans Folie Douce? Parce que veux pas, ça devient partie de notre vie, là, d'une certaine façon, quand on fait toutes ces années-là, toutes ces émissions-là. On rencontre beaucoup de gens aussi dans le domaine de la santé. Et même dans notre préparation. Tu sais, je veux dire, à chaque semaine, quand on produit les émissions, ben, on a des choses à faire, mais des fois, je me posais la question, est-ce que ma vie aurait été la même si je n'avais pas fait Folie Douce? Sûrement à plusieurs égards, mais sûrement que sur certains aspects, ça m'aurait fait évoluer, tu sais, au niveau de la compréhension des gens, ces choses-là. Oui, oui, c'est sûr. On a appris aussi, en tout cas dans mon cas, moi j'ai jamais pris de cours de radio, mais je suis arrivé comme ça dans l'émission. Puis ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est que moi j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours enregistré de la musique. Puis ça me donne l'occasion de passer toutes sortes de jingles ou de composer le thème de l'émission. C'était surtout le côté artistique de participer à la radio. Et puis, mais j'aime aussi le monde des communications. Moi, je suis un gars qui a... Quand j'étais adolescent, déjà, j'écoutais beaucoup la radio. Ça t'a toujours fasciné un peu, le monde de la radio? Oui, j'ai toujours aimé ça, mais étant un gars, mais j'écoutais les émissions de gars. Puis les émissions de gars, c'était souvent, tu sais, des émissions là, d'appels téléphoniques, là, de lignes ouvertes, là, par exemple. Oui, les fameuses lignes ouvertes. Ouais. J'écoutais ça, mais oui, j'aimais beaucoup le monde de la radio. J'écoutais en anglais, j'écoutais en français. Mais c'est vrai que la radio, c'est fascinant, tu sais, quelque part. C'est sûr que ça... Il y en a, je pense, qui craignaient à un moment donné que la radio devienne désuète. Oui. Mais c'est peut-être le média qui a mieux passé à travers tous les changements technologiques. Oui, il y en a qui vont dire il y a beaucoup de stations radiophoniques qui ont dû changer leur orientation quand c'est pas carrément fermer leurs portes. Mais la radio aura toujours sa place, je pense. Absolument. Puis dans notre cas, ça s'applique bien aussi, la santé mentale. Puis c'est ça, tantôt tu parlais de musique, tout ça. Puis c'est vrai que je me souviens à l'époque, quand tu es arrivé en 96, c'est vraiment ça qui a fait que tu t'es comme intégré à l'équipe, parce que ton côté créateur, parce qu'on va en parler même dans quelques instants, parce qu'on va présenter quelque chose en primeur, une chanson que tu as créée, en tout cas une grande majorité de la chanson, je pense que c'est toi qui l'as fait. Mais c'est ça qui a vraiment fait que tu t'es intégré à l'émission, parce que à l'époque, je faisais, moi, la mise en onde, puis
c'est comme arrivé comme un bienfait, dans le fond, pour moi, pour pouvoir me concentrer plus sur l'animation et sur les entrevues. Fait que tu t'es vraiment intégré, de niveau technique, mais de fil en aiguille, évidemment, au micro aussi, avec les espressos. Ben moi, je peux dire aussi, tu disais tantôt, on va mettre tu disais, on va mettre nos trips à la table. Ouais. Mais moi, je peux dire qu'au niveau de ma personnalité, si tu veux, ça m'a permis de m'ouvrir de beaucoup. J'étais quelqu'un qui communiquait pas toujours bien avec les gens que je connaissais pas. Okay. Ça m'a aidé à m'ouvrir parce qu'on de a cette façon-là. Énormément de gens, comme tu dis, effectivement. J'aimerais ça qu'on mentionne, Pierre, on va présenter une chanson parce que c'est en primaire. En fait, c'est une chanson pour souligner les 800 émissions. Donc, ça s'appelle « Ma folie douce ». Oui, là, je dois dire aux gens que c'est toi qui as eu cette idée-là. Donc, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé la chanson, mais sans toi, il n'y en aurait pas de chanson. C'est pour ça qu'on est une équipe, finalement, parce que non, on se disait comment on peut souligner les 800 émissions, puis j'ai peut-être une chanson, tu en avais fait une à la 500e, mais là, c'est une nouvelle chanson, Ma folie douce, dans laquelle plusieurs ont participé, tu sais, Ève, Isabelle, Bernard et Ghislain avec les onomatopées. Des chroniqueurs du passé qui sont là depuis... quelques années ou même depuis plusieurs années dans certains cas. Et on vous fait entendre ça donc à l'émission tout de suite. Ma folie douce, de la gang de Folie douce. C'est sans prétention. Oui, on écoute ça tout le monde. Quand j'ai commencé, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu toffer pendant autant d'années à parler de pelules, à parler de psychose. Bien qu'à un moment donné, t'as peut-être envie d'autre chose. Change pas de canal, change pas de canal. Je veux en savoir plus sur la santé mentale. Je veux en savoir plus sur la santé mentale. J'ai besoin de toi, ma folie douce. J'ai besoin de toi, ma folie douce. Ma folie douce. Ma folie douce. On en a vu des fous, on en a vu des folles. On est peut-être flyés, mais on n'est jamais dol. On est big, 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 big. On est big in Japan. On est rendu partout. On a notre base de fans. Il est beau ton site web, ton joli site web. J'ai quasiment envie de t'envoyer un j'aime. J'ai quasiment envie de t'envoyer un j'aime. J'ai besoin de toi, ma folie douce. J'ai besoin de toi, ma folie douce. Ma folie douce. Ma folie douce. On en a fait 800 programmes d'une heure. Il paraît que le chiffre 8 paraît que ça porte bonheur. J'ai goût d'aller plus loin, j'ai goût d'atteindre le 1000. J'ai les applications mobiles. Lâche pas la patate, on lâche pas la patate. On en a du millage dans les pattes. On en a du millage dans les pattes. J'ai besoin de toi, ma folie douce. J'ai besoin de toi, ma folie douce. 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 Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce, qui traite de santé mentale depuis 1991. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Josée Kerry. Bonjour, Madame Kerry. Bonjour.
vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Flashbacks. Un livre que vous avez écrit. On va expliquer évidemment pourquoi vous êtes en arrivé à écrire ce livre-là. Vous êtes une ancienne policière au niveau de la GRC. Parlez-nous donc un peu de votre histoire, puis on va évidemment arriver au contenu du livre, là, mais comment c'est arrivé? Ben moi, c'est ça, j'ai rêvé d'être policière toute ma vie. Depuis que j'étais tout petite, je voulais être une policière. Et à l'âge de 23 ans, j'ai joint les rangs de la GRC. Je suis partie à Regina, en Saskatchewan, pour l'entraînement, et puis ça a super bien été. Après ça, j'ai été transférée dans une communauté au Nouveau-Brunswick. Une communauté assez violente, où est-ce que c'est là que j'ai vécu, j'appelle ça mes traumas aujourd'hui. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était des traumas. Ouais. C'était des événements assez horribles qui, selon moi, je me dis, ben c'est la job de police. Hein? C'est ça. Puis on vous avertit, je pense, quand vous avez une formation en technique policière, je pense que ça fait partie un peu du travail, là, de voir des choses des fois qui sont pas toujours le fun à voir. Oui, exactement, c'est sûr, mais pas au niveau que je m'attendais. Okay. Je m'attendais pas de voir ça autant. Ouais. Je dois dire que je travaillais dans une communauté qui était la plus violente à l'est du Canada. Okay. J'étais pas prête à ça. Mon premier matin, c'était un meurtre. Après ça, ça a été une vague de suicides, de la violence, beaucoup tournée vers la police parce qu'il y avait beaucoup de chicanes entre... Dans le fond, c'était dans une communauté autochtone, fait qu'il y avait beaucoup de chicanes entre les Autochtones et les Blancs. Okay. Et nous, on se retrouvait souvent dans le milieu de ça, puis on se faisait dire qu'on prenait parti pris, on avait un parti pris, ouais. Et puis souvent la violence se tournait contre nous autres. Si c'était pas contre nous autres, ben je voyais de la violence, des petits-enfants violentés, des femmes violentées. C'était pendant 6 ans comme ça où est-ce que j'ai vécu ça, mais je continuais. Et vous êtes arrivé jeune, dans le fond, on commence comme policier souvent dans le début de la vingtaine. Là. Oui, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Mais mon premier matin que j'ai commencé, quand c'était un meurtre, j'ai décidé que j'allais lâcher la police, que c'était pas pour moi. Et puis, sous les conseils de mon papa, qui m'a dit, Josée, au moins, essaye une semaine, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, j'ai resté pendant 20 ans. Oui, c'est un baptême, par exemple, la première journée, tu sais, souvent, oui. On souhaite pas, on souhaite que ça commence graduellement, d'avoir des interventions. Tu sais, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est pas toujours aussi extrême, là, nos premières journées comme policiers. C'est ça. Moi, ça a commencé extrême, mais ça a resté extrême pendant toutes ces années-là. Ouais. J'étais toujours sur le qui-vive, toujours la violence, je me demandais souvent, tu sais, j'ai même déjà écrit sur un petit mot, papa, maman, je vous aime, mettre ça dans ma veste anti-balle, puis partir sur un appel en me demandant si j'allais sortir de là vivante, tu sais. C'est ça. Fait que c'était souvent, j'avais un journal dans mon livre, il y a beaucoup de parties de mon journal où est-ce que j'écris souvent que j'ai l'impression que je laisse une partie de moi-même. Mais je continue parce que il y a des jours où est-ce qu'on aide tellement des gens que tu te dis, ben, tu sais, non, finalement, je suis bonne là-dedans, je continue. Puis une autre journée, ben, ça va super mal, t'as peur à ta vie. Mais le lendemain, ben, ça compense parce que là, tu sauves une madame qui est en train de se noyer, et tu lui sauves la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai continué pendant toutes ces années-là. Est-ce que, normalement, vous êtes toujours un peu, même dans le GRC, c'est le même principe, vous avez un partenaire ou une personne qui travaille toujours avec vous, ou non, vous êtes seul? Non, mais mes premières 6 années, j'ai été toute seule la plupart du temps. Ça doit être difficile, parce que dans les corps policiers, que ce soit à Montréal ou ailleurs, souvent, on est 2 par 2, fait qu'il y a comme un soutien ou il y a quelque chose, tu sais, fait que ça doit être encore plus difficile. Mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, ce qu'on avait, on avait des auxiliaires qui n'étaient pas armés, tu sais, la plupart du temps, parce qu'on n'était pas assez. Si on avait le luxe d'être 2 dans un auto, on était vraiment chanceux, tu sais. Mais c'était très, très rare là, qu'on était 2. Et après avoir vécu tout ça, j'imagine que pourquoi vous avez écrit le livre, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez développé des problématiques au niveau un peu du post-trauma, si on veut. Oui, bien moi, ce qui est arrivé, c'est qu'après 6 ans, j'ai été transférée au Québec. Et puis là, ben moi, j'ai fait une montée professionnelle hors du commun, où est-ce que j'avais décidé qu'un jour, je serais la big boss de la GRC. Okay. Je suis partie étudier en maîtrise et j'ai toujours eu des beaux postes, des postes de superviseur, des postes de supervision assez jeunes en service. J'ai fait beaucoup de stupéfiants, puis éventuellement, j'atterris à l'unité du terrorisme à Montréal. Puis là, j'ai été nommée chef d'équipe d'une enquête de niveau international qui faisait avec le FBI. Là, tout était beau. Je dis tout le temps que c'était le tapis rouge de la GRC que j'avais déroulé, puis je m'enlignais là-dessus, puis éventuellement, j'ai vu des choses pas belles.
Et puis, je dis toujours que j'avais tout rangé dans un petit tiroir quand je suis partie du Nouveau-Brunswick, tu sais, les événements qu'aujourd'hui, je peux qualifier de trauma. J'avais tout serré ça là en me disant, genre, je veux plus jamais revisiter ça, je veux plus rien savoir, des scènes horribles. La couverture de mon livre est un peu à frappe parce que c'est mes traumas, c'est ce que j'ai vécu. C'est ça. On comprend un peu plus. Juste en voyant la couverture, on se dit, waouh, ça a dû être difficile. Là. C'est ça. Par exemple, la trace de main de sang, c'était une scène horrible que j'ai vécue, où est-ce que j'ai eu peur, où est-ce que j'ai vu des traces de sang partout après le mur. Et puis là, quand j'étais au terrorisme, j'ai revu une scène assez horrible. Ça m'a tout ramené, les traumas du passé. Fait qu'on appelle ça un post-traumatique différé. Okay. Mais moi, à ce moment-là, je pense que je suis juste fatiguée parce que je travaille des heures de fou. Je veux être la super-woman, la super-police, la super-maman. Et puis, éventuellement, le 25 novembre 2015, j'ai frappé un sérieux mur. Je suis débarquée du train après mon quart de travail, puis j'ai vomi sur un monsieur qui lui m'a pris, puis qui m'a rapporté jusqu'à mon auto. Puis c'était comme à bout, là. C'était fini. Physiquement, psychologiquement, c'était comme... J'ai senti que mon corps ça venait tout de rompre. Là. Ah oui? Je l'ai senti, je le savais. Le monsieur m'a dit, il me prenait par les bras, voulait appeler une ambulance parce que mon visage était tout croche, je vomissais. Ouais. Je pleurais, je criais. Il se demandait ce qui pouvait se passer, peut-être quelque chose qui se passait. Fait que je lui ai dit, mais non, inquiétez-vous pas, monsieur, je suis une police, je suis faite forte. Ouais. Puis il m'a dit, police, pas police, t'as besoin d'aide, là. Puis ça a été fini là. Ça a été la dernière journée que je suis rentrée travailler. Mais c'était bon que vous ayez ce monsieur-là. C'était un drôle de hasard. J'aimerais tellement le retrouver. Ouais, puis vous avez jamais su c'était qui. Non, c'est drôle, hein? Je sais pas c'est qui. Et puis après ça, je suis partie chez nous. Ouais. J'étais obligée, je voulais prendre 2 jours de congé, mais mon patron m'a obligée à prendre 5 jours de congé. Ils sont venus chercher mon BlackBerry, s'assurer que je débarque parce que je travaillais presque jour et nuit. Et puis là, après, là, c'était l'enfer qui a commencé. Mon corps m'a renvoyé les flashbacks. C'est pas pour rien que mon livre s'appelle Flashback. Ouais. Toutes les scènes, moi, je voyais des pendus partout dans ma maison. Je voyais des splashes de sang partout. La nuit, un monsieur qui avait voulu me tuer, j'avais des menaces de mort sérieuses, là. Puis je revoyais ce monsieur-là qui rentrait dans ma maison, venir me tuer. Et puis, je criais la nuit. Tout le monde se réveillait dans ma maison. Me disait, maman, il est pas là, le monsieur, là, tu fais un mauvais rêve. Fait que les cauchemars sont apparus. Je me suis isolée totalement. Je voulais plus parler à personne pendant 2 ans de temps. Est-ce que vous compreniez que ça allait s'améliorer un jour ou si vous étiez comme un peu sans issue? Je voyais ma vie finie à ce moment-là. Ouais. Mais là, j'ai vu un médecin qui m'a dit, tu souffres de dépression. Puis moi, j'acceptais pas que je souffrais de dépression, que je souffrais de maladie mentale. C'était impossible. J'étais faite ben trop forte pour ça. On est fait fort, surtout les gens dans le domaine des corps policiers ou même des intervenants d'urgence. Souvent, maman, on dit ça, les gens ils veulent pas montrer que supposément sont faibles, mais c'est pas la faiblesse. Exact. Puis quand j'avais tellement honte de souffrir de maladie mentale que quand j'étais sur l'autoroute, j'ai voulu me rentrer dans un mur de ciment. Okay. Pour me blesser sérieusement, pour que le lendemain, au quartier général de la GRC à Montréal, disent pas que Josée Carré souffrait de dépression majeure, mais qu'elle avait eu un accident et elle était blessée physiquement. Elle avait blessé son auto. C'est ça. Alors que c'est mieux vu, même, c'est ça qu'on disait, même dans les corps policiers, c'est tabou. Encore aujourd'hui, on est quand même évolué dans la société, mais encore c'est tabou. Il y a un côté tabou. On peut pas dire qu'on a une dépression ou un burn-out ou quelque chose comme ça. Là. Parce que moi, j'avais peur de tout perdre. J'avais peur de perdre tout ce que j'avais monté pendant 20 ans de temps. Ah oui, c'est une carrière. Mais finalement, j'ai vu une psychologue qui m'a dit tu souffres pas de dépression pantoute, c'est un trouble de stress post-traumatique. Et vous avez écrit un livre justement qui s'appelle Flashback, qui est disponible. Et comment vous pouvez le présenter? C'est un récit, comment on peut le voir? Quelqu'un qui voudrait l'acheter, évidemment, il y a la couverture, mais comment est-ce que les gens vont trouver des réponses? Est-ce qu'ils vont... C'est pour ça que je l'ai écrit, parce que moi, je veux propager de l'espoir. Je veux démontrer aux gens qu'on peut s'en sortir d'une issue de santé mentale, de troubles de stress post-traumatique. J'ai écrit mon histoire, mais j'ai écrit une histoire d'espoir. J'ai écrit les outils que je suis allée chercher en psychiatrie, parce que je suis allée en psychiatrie, avec 2 ans et demi de psychothérapie. J'ai écrit ça là-dedans. Je veux que ce soit de l'espoir,
quand les gens, mais je lis le feedback là, des gens qui me lisent, qui m'écrivent, qui me disent t'as pas idée comment, là, tu viens de me donner espoir, moi aussi je vais m'en sortir un jour, tu sais, puis c'est ça que je voulais faire. Puis est-ce que c'est des gens nécessairement c'est pas nécessairement des gens qui ont vécu, qui avaient la même sorte de profession que vous, là? Ça peut être n'importe quelle personne. Moi, là, je vise monsieur, madame, tout le monde, parce qu'à la fin de mon livre, j'ai 10 histoires de monsieur, madame, tout le monde que j'ai rencontrés, que j'ai parlé, une noyade, un suicide par camion, un viol, violence conjugale. Les gens sont témoins de différentes scènes difficiles. Là, absolument, témoins ou les vivent. Ou les vivent elles-mêmes. Exactement. Fait que moi, au début, je pensais que c'était juste les militaires qui souffraient de troubles de stress post-traumatique, mais c'est pas vrai. C'est tout le monde. Vous pouvez en souffrir un jour. Il peut vous arriver un accident en sortant du studio. N'importe qui. On sait jamais. On sait pas. Tout le monde peut venir. Fait que mon livre s'adresse à tout le monde. Puis aussi, je parle de la Superwoman. La femme qui avait aucune limite dans la vie, qui se donnait. Qui voulait être bonne dans tous les niveaux, là. Dans sa carrière, comme mère et tout. Là. Comme maman, comme policière, comme amie, comme tout, tu sais. Puis j'ai appris à mettre des limites, puis les gens qui me lisent, ça vient les chercher beaucoup, ça aussi, tu sais, de se dire, OK, moi aussi, là, je suis là, peut-être que je vais le frapper le mur si je m'arrête pas, tu sais. Est-ce que le fait d'avoir écrit le livre, ça a vraiment fait du bien? On dit souvent, c'est exutoire là, d'écrire, mais d'écrire ça puis de le publier. Une fois que c'est publié, tu dis, ben là, je l'ai lancé, mon histoire, je l'ai comme sorti de moi puis je l'ai envoyé dans l'univers. C'est sûr, mais je m'attendais jamais à un succès comme ça. Jamais. Moi, je me suis dit, OK, je vais en vendre un peu, mais tu sais, la première semaine, on a sorti le livre, on avait imprimé 5500, puis après une semaine, on retournait en réimpression. OK, c'est vraiment un très grand succès. Oui, je m'attendais pas à ça, puis je m'attendais pas d'avoir autant d'amour puis autant de feedback que des gens qui achètent mon livre, tu sais. Ouais. Fait qu'à tous les jours, je reçois des messages puis je me dis, oh mon Dieu, ça se peut-tu? Tu sais, j'ai réussi à allumer une petite étincelle dans les yeux de quelqu'un, puis c'est ça mon message, c'est ça ma mission, finalement. Oui. Aujourd'hui, vous dites votre santé, comment aider? Vous avez l'air très bien. Moi, je suis au top de ma vie, là, présentement. Ouais. Je donne des conférences là-dessus. Ouais. C'est ça mon nouveau travail, c'est de donner des conférences, parler de mon livre. Je me suis donné une mission, c'est de parler du trouble de stress post-traumatique. Oui, deuxième carrière, finalement, après la carrière de policier. Puis que je m'attendais jamais que je serais capable de faire d'autres choses. Puis finalement, je suis fière. Puis je vais mieux. Mes enfants vont super bien. On a appris. On est allé chercher plein d'outils parce que mes enfants ont souffert aussi. C'est ça. Ça n'a pas été facile pour eux autres. Mais là, toutes les trois, on est super bien. Puis ils comprennent aussi qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'est ça, c'est de faire le tour de la question puis de dire, écoute, c'est ça, c'est arrivé, on s'en est sorti, mais au moins ils comprennent aussi peut-être des réactions puis ces choses-là dans absolument. Le temps. Absolument. Puis je pense que je leur ai donné le plus beau cadeau de la Terre. En leur démontrant que dans la vie, on n'a pas besoin d'être une superwoman, on n'a pas besoin d'être une super police, on peut juste être Josée, je peux juste être maman. Faire de notre mieux. Puis, exactement. Puis ces enfants-là vont pas courir comme je courais tout le temps là, avant de frapper ce mur-là, puis ils vont vivre le moment présent. Puis c'est pour ça, j'en suis reconnaissante. C'est excellent. Mais en terminant, on va rappeler donc c'est le livre de Josée Quéry et vous-même, et ça s'appelle Flashbacks. C'est aux éditions de Mortagne, donc on peut le trouver, sinon demandez-le, mais on peut le commander sinon s'il n'est pas en librairie, mais il doit être quand même. Il est en librairie, oui, il est un peu partout. Parce qu'un grand succès, je pense. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis bonne chance pour la suite. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Je trouve que c'est encourageant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À venir dans cette 800e émission de Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle de confidentialité en santé mentale. À l'Espresso allongé, le sujet est les coûts du mal-être humain. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'accueille à nouveau notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es de Action Autonomie et tu vas nous parler cette semaine du secret professionnel et la confidentialité en santé mentale. Oui. La préservation de la confidentialité du dossier médical d'une personne, c'est important pour tout le monde, mais c'est particulièrement important pour les gens qui sont suivis en santé mentale parce que c'est de ces informations-là que découle toute la stigmatisation dont ces personnes-là font l'objet. Ouais. C'est-à-dire que si on vient, par exemple, que mon employeur vient à savoir
que j'ai un diagnostic, par exemple, de trouble bipolaire, ben, veut pas, il va se mettre à me traiter différemment parce qu'il aura eu cette information-là. Puis, éventuellement, je risque d'avoir des difficultés à avoir de l'avancement. Puis, je vais peut-être être un des premiers à être mis à pied, etc. Donc, c'est important de préserver ces informations-là et la loi l'encadre quand même assez bien. La Charte des droits et libertés du Québec prévoit dans son article 9 que chacun a droit au respect du secret professionnel. Donc, la Charte des droits, c'est vraiment l'élément fondateur de toute la législation québécoise. Donc, c'est vraiment un article très, très fort qui prévoit, donc, qui protège le secret professionnel et la confidentialité des données médicales. Dirais-tu qu'il y a plus de, je ne sais pas si ça se vérifie, mais est-ce qu'il y a plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont un peu victimes de cette violation de loi? Oui, mais en fait, ce qui se passe, en particulier en milieu de travail, dans des conditions d'embauche, on va poser des questions qui sont illégales, très souvent aux personnes. On va leur demander « Avez-vous déjà reçu des soins en santé mentale? » Quand cette question-là est posée à un candidat, s'il en a déjà subi réellement, puis qu'il dit non, il se trouve à faire une fausse déclaration. Mais s'il dit oui, très probablement que sa candidature ne sera pas retenue pour cette question, pour cette raison-là. Donc, les gens sont dans un... Et c'est pour ça que la question est très souvent illégitime. Elle ne devrait pas être posée. Elle ne devrait pas être posée. Mais si les gens nous la posent, on dit quoi? C'est sûr, ça dépend des circonstances. Si on est prêt à prendre le risque de faire une fausse déclaration, on peut le faire. Il n'y a pas de solution simple à ce genre de questions-là. Mais au départ, l'employeur devrait être peut-être sensibilisé à dire peut-être d'éviter ce genre de questions. Oui. Puis ce que la personne peut répondre, c'est qu'effectivement, la loi ne permet pas de poser ce genre de questions-là, à moins que ce soit très directement relié aux tâches que la personne va effectuer. Mais donc, dans la plupart des cas, si je postule pour être chauffeur d'autobus, ben, on n'a pas à me demander si j'ai eu des antécédents en santé mentale. Donc, ça, c'est la règle générale à suivre. Pour revenir à la confidentialité, il y a un problème, c'est pas un problème, mais c'est un article discrètement inséré dans une autre loi qu'on consulte moins souvent en santé, quand on s'occupe de droits de la santé, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cet article 62, il dit qu'un renseignement personnel est accessible sans le consentement de la personne concernée à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce que ça veut dire, c'est qu'à peu près n'importe quel employé d'un établissement de santé où on se trouve a accès à l'intégralité de notre dossier médical sans notre consentement. Et ça amène un effet pervers qui est quand même assez bien connu chez les gens qui sont soignés en psychiatrie puis en santé mentale. C'est ce qu'on appelle le masquage diagnostique. Qu'est-ce que c'est que le masquage diagnostique? C'est que supposons que moi, je suis suivi en santé mentale, puis qu'à un moment donné, j'ai des gros maux de ventre, puis ça va vraiment pas physiquement. Je me présente à l'urgence, puis je leur dis j'ai mal au ventre, puis c'est très difficile à vivre. Et on va regarder mon dossier, puis on va dire il est suivi en psychiatrie. Alors, probablement que c'est une rechute de son problème de santé mentale. On va l'envoyer examiner en psychiatrie d'abord. Et on va m'examiner en psychiatrie longuement, puis finalement, on va dire non, tout est beau, en psychiatrie, il n'y a pas de problème. Donc, je vais revenir à l'urgence de santé physique et là, on va se rendre compte que je fais une appendicite. Sauf que moi, j'ai souffert pendant tout ce temps-là de façon complètement inutile. Donc ça, c'est des situations qui arrivent très, très, très souvent et qui font en sorte, entre autres, que les gens sont portés à traiter leur santé physique dans un établissement et leur santé mentale dans un autre. Parce que dans le fond, ils rentrent avec une étiquette. Là. On voit gros comme ça, comme ils ont un suivi en santé mentale, ils ont eu des problématiques dans le passé ou peu importe. C'est ça. Puis on a comme un préjugé à l'effet que ça se peut pas d'avoir un problème de santé physique quand on est suivi en psychiatrie. Ça doit être dans notre tête. Donc, on va d'abord vérifier si c'est pas une rechute qu'on fait. Dirais-tu que plusieurs personnes font ça, justement, de garder un suivi médical physique à un endroit, puis de plus en plus? Oui, sauf que ce n'est pas illégal. La loi le permet. La loi sur les services de santé et services sociaux le permet. Sauf que c'est pas encouragé par le réseau. Parce que plusieurs établissements ont ce qu'on appelle une responsabilité populationnelle par rapport à la personne, à la population qui vit sur leur territoire. Et donc, ils ne sont pas très intéressés à soigner des gens qui viennent d'un autre territoire. Donc, on est souvent porté à les retourner vers leur établissement. Ça, c'est un premier problème. Puis le deuxième problème, c'est que les établissements sont devenus, depuis 15 ans, de plus en plus gros.
Donc, si on est à Montréal, on est encore chanceux parce qu'on a 8 établissements encore, on a 2 centres hospitaliers universitaires puis 5 CIUS. Mais si on habite sur la Côte-Nord, par exemple, notre 6, ben, c'est le quart de la superficie du Québec. Donc, si on veut changer d'établissement... On peut pas vraiment... Il faut aller voyager très loin. Il faut voyager assez longtemps, merci. Donc, ça aussi, ça entrave là, ce droit-là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui... Et l'autre aspect aussi, c'est qu'on est en train d'informatiser les dossiers médicaux, ce qui fait en sorte qu'il n'y aura plus de frontières là, entre les établissements et tous les professionnels de la santé vont pouvoir consulter le dossier d'une personne qui se présente devant eux. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent se retirer de cette démarche-là qui s'appelle le dossier Santé Québec. Donc, et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est pas bien vu par tout le monde. Il y a des gens justement qui voient le danger arriver, de dire que ça va être presque impossible de pouvoir éviter justement d'avoir l'étiquette. Voilà, d'être soigné pour ce que l'on est, c'est-à-dire pour un problème pour ce que l'on a comme problème, c'est-à-dire un problème de santé physique. Ouais. L'article 19 de la loi sur les services de santé et services sociaux est très clair. Il dit « Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès si ce n'est avec le consentement de l'usager. » Donc, à l'extérieur de l'établissement, il n'y a personne qui peut avoir accès à notre dossier sans notre consentement. Sauf que il y a toute une série d'exceptions à cette règle-là. Je pense qu'il y en a 17 en tout de mémoire, des exceptions. Donc, malgré ça, par exemple, là, parmi les exceptions, si le tribunal ordonne de prendre connaissance d'un dossier médical, s'il y a un processus de plainte ou d'inspection pour prévenir la commission d'un acte de violence, là, on est dans la prévention, là, ça peut être quand même assez large. En cas de transfert d'établissement, il va y avoir un transfert du dossier aussi ou d'un sommaire du dossier, même si la personne ne le souhaite pas nécessairement. Donc, il y a toute une série de failles, je dirais, dans lesquelles on peut passer par-dessus le principe général que le dossier est confidentiel et qu'on peut y avoir accès seulement avec le consentement de l'usager. Et ça, c'est souvent bafoué, comme tu nous le dis, en fait. Les personnes sont pas conscientes, souvent, que leurs droits sont bafoués dans ce cas-là. Ben, effectivement, les gens sont souvent même pas conscients qu'ils ont un dossier médical, qu'ils peuvent en prendre connaissance et qu'ils doivent consentir à ce qu'on transmette des informations à des tiers. Ouais. Donc, c'est pas toujours des droits qui sont garantis dans le quotidien des soins, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ouais. Et en plus, il y a un autre article, l'article 18 de la loi sur les services de santé et services sociaux, qui dit « Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant, contenu dans son dossier, qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier ait consenti par écrit à ce que le renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. » Ce que ça veut dire, c'est que si moi je suis en conflit, par exemple, avec mon ex-conjointe, puis mon ex-conjointe sait que je suis suivi en psychiatrie, il n'y a absolument rien qui l'empêche de contacter mon médecin, puis de lui dire que mon état s'est aggravé, puis que j'aurais besoin de plus de médicaments, puis qu'éventuellement, il faudrait peut-être m'hospitaliser, etc. Et là, l'attitude que le médecin peut avoir avec moi va changer. Sans que je comprenne exactement sans s'en rendre compte, sans que je puisse savoir qu'est-ce qui a amené ce changement d'attitude-là. C'est quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas pareil, mais ouais. C'est ça. Et donc, il va se mettre à me parler de nouveaux médicaments, puis il va me demander si ça va moins bien, etc., etc. Donc, puis, j'ai pas le droit de le savoir. La loi ne me permet pas de le savoir. Elle protège, dans ce cas-ci, cet article 18, il protège davantage les tiers, les proches d'autres personnes que la personne utilisatrice de service elle-même. C'est une exception, si on veut, dans ce volet de la loi sur les services de santé et services sociaux qui donne de façon générale des droits aux personnes, mais cet article 18-là décide de leur en enlever, de dire vous n'avez pas le droit d'être informé de ça et de donner des droits, de protéger davantage des tiers que de protéger directement les personnes qu'on soigne. C'est un peu particulier, puis ça fait en sorte donc que quand on va demander copie de notre dossier médical puis que ce genre d'événement-là s'est produit, ben là on va avoir des grandes bandes noires. Une partie de notre dossier va être caviardée
parce que ces informations-là, la loi ne permet pas à l'établissement de nous la transmettre. Donc, on aura beau dire et beau faire, on ne pourra jamais savoir qu'est-ce qu'il y a eu dans notre dossier, puis à partir de quelles informations on a été soigné. Donc, dans le dossier, il y aurait, par exemple, une mention comme quoi un proche aurait parlé de telle chose. Ouais. Cette partie-là ne sera pas visible. C'est ça. Il y aurait comme une date, puis là, ce qui est écrit, c'est discussion avec l'ex-conjointe de la personne, par exemple, qui lui dit que telle chose, telle chose, telle chose. Tout ça va être souligné, va être caviardé, et il n'y aura aucun moyen pour la personne d'être mise au courant de la teneur de ces renseignements-là. Tout ce qu'elle va pouvoir savoir, c'est qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Ça devient encore plus embêtant, puis jusqu'à un certain point paranoïant, si on peut dire. C'est ça, on n'aide pas la personne, on essaie de dans le fond, elle se sent un peu devant un fait accompli sans trop comprendre ce qui s'est passé. C'est ça. Encore une fois, on ne fait pas confiance aux personnes, on les traite pas comme des adultes, et on a décidé que ça, ben, la personne était comme pas digne de le savoir. Puis ça, c'est pas la faute aux établissements, là. C'est la loi qui C'est la loi qui a été faite comme ça. Parce qu'il faut dire que la loi, c'est services de santé, services sociaux, dans ses 20 premiers articles, énonce toute une série de droits très, très précis qui sont pas toujours respectés par les établissements. Mais là, elle décide de donner des droits à d'autres qu'à la personne. Puis, étrangement, cette partie-là, c'est un article très connu des établissements, puis il l'applique de façon très, très zélée. Fait que ça fait en sorte que, dans la plupart des cas, les gens ne peuvent pas être informés de ces renseignements-là, qui ont pourtant peut-être eu une influence relativement grande sur les soins qu'ils ont pu obtenir. Exactement. En terminant, Jean-François, on peut mentionner les coordonnées. Vous êtes toujours très disponible à Action Autonomie. Vous êtes là dans le paysage depuis très longtemps, puis c'est bien que ça soit comme ça, d'ailleurs. Ça prend des gens qui surveillent pour nous, justement, ce genre d'article qu'on voit à peu près pas. Donc, comment on peut vous contacter? Ben oui, on est là depuis bientôt 30 ans. Quand même. Hein? Et on peut nous rejoindre par téléphone au 514-525-5060. Et on peut aussi consulter notre site Internet qui est le www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, donc chargé de dossiers de communication chez Action Autonomie, et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso allongé. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous présentes les coûts du mal-être humain. Oui, parce qu'en cette 800e émission, on voulait faire peut-être le point sur la situation au niveau de la santé mentale, même à travers le monde. Est-ce qu'on a vraiment progressé? Ben oui, c'est sûr qu'on a progressé, je dirais, dans certains secteurs. Oui, parce que premièrement, on a moins peur d'en parler. Ouais. Ça, c'est une vérité. C'est une grosse victoire, ça. Ouais, déjà, ça, c'est une victoire, c'est vrai, parce qu'avant, n'importe quelle maladie mentale, c'était une maladie honteuse. Ouais. Ensuite, la recherche, a continué de faire des progrès. On a fait beaucoup de progrès aussi dans le dépistage des problèmes de santé mentale. Oui, on les reconnaît plus tôt, puis on a moins peur peut-être de les reconnaître, justement. Oui, mais je parlais aussi au niveau là, vraiment médical, au niveau scientifique. Il y a toutes sortes de nouvelles façons maintenant où on peut voir venir les maladies mentales qui commencent, ou encore on en connaît plus sur la génétique aussi. Oui, c'est vrai. Donc, il y a plus aussi de ressources. Oui, en général. En général, oui. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui vont dire, mais le côté négatif, c'est que quand on fait le bilan, quand on fait des statistiques, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui disent souffrir de maladies mentales. Oui, c'est ça. Il y en a comme plus qu'avant, dans le fond. Mais là, on se demande, est-ce qu'il y en a vraiment plus qu'avant, ou si c'est parce que maintenant, on le remarque plus ou on a moins peur d'en parler. C'est ça. Et aussi, il y a l'augmentation de la population aussi. Exactement. Okay. Alors, je vais vous lire quelques passages d'un article qui s'appelle « Les coûts du mal-être humain ». Le coût sociétal, oui. C'est écrit par Mme Aurélia Morvan, qui est journaliste. Elle nous dit les risques mondiaux, qu'ils soient économiques, technologiques ou encore environnementaux, ont des répercussions sur l'état psychologique et émotionnel des humains.
Anxiété, tristesse et solitude, les troubles mentaux étant un risque en soi, ont eux-mêmes divers effets, notamment sur l'économie. Le Forum économique mondial, soit le FEM, s'est penché sur les conséquences humaines d'un monde tourmenté. L'entreprise a interrogé plus de 150 000 personnes dans plus de 145 pays pour évaluer l'état émotionnel du monde. Et en 10 ans, soit entre 2007 et 2017, l'indice de l'expérience positive établi grâce aux réponses est passé de 68 à 69 sur 100. Soit une hausse d'1 point. Mais sur la même période, l'indice de l'expérience négative est passé de 23 à 30 %, soit une hausse de 7 points. Si les bonnes expériences restent plus nombreuses, les mauvaises sont en augmentation. Et de beaucoup. C'est une tendance inquiétante pour le FEM, car un quotidien jalonné d'expériences négatives peut entraîner un profond mal-être. On estime que 700 millions de personnes, soit 10 % de la population mondiale, souffrent de troubles mentaux. Imagine-toi, 700 millions. C'est du monde. Quand tu regardes ça au niveau mondial, effectivement, ça frappe. Non, ça ne veut pas dire que c'est toujours des maladies mentales graves. Non, c'est ça. Mais ce sont des problèmes. On l'a appris au courant des années que la santé mentale, c'est vaste. Oui, puis il y a beaucoup de niveaux. Là, alors, ces problèmes de santé mondiale sont influencés notamment par la société, la technologie et les conditions de travail. Les principaux facteurs sociétaux de la détresse émotionnelle et psychologique sont la violence, notamment la violence domestique, la pauvreté et la solitude accrue chez les habitants des grandes villes. Cette dernière prend tant d'ampleur qu'un ministère de la solitude a même été créé au Royaume-Uni en début de 2018. Il faudrait que j'en parle un jour. C'est devenu un fléau, la solitude, c'est vrai. Oui, c'est une réalité. Oui, absolument. La technologie a un effet ambivalent sur le bien-être mental. D'un côté, elle peut causer de la solitude et de l'isolement social. De l'autre, elle peut faciliter les interactions par l'intermédiaire des médias sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram. De plus, des études ont montré le côté addictif des technologies numériques quand d'autres l'ont relativisé. Ce qui est certain, c'est que les internautes passent de plus en plus de temps en ligne sur un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette. L'Académie américaine de pédiatrie recommande d'ailleurs de limiter l'usage de la technologie pour les jeunes enfants. Un temps d'écran trop élevé peut entraîner chez eux des déficiences fonctionnelles, notamment sur le plan de l'apprentissage des interactions avec les autres. Ça, c'est aussi des questions qu'on s'est déjà posées à l'émission. C'est sûr. Est-ce un bien ou un mal, toutes ces technologies de communication? Est-ce que ça nous isole encore plus? Je pense que c'est souvent les deux, mais c'est ça, il faut vraiment garder le contrôle pour que le côté bien prenne le dessus, finalement. La technologie modifie les façons de travailler, ce qui peut également influer sur la santé mentale. Souvent évoqué dans le débat sur le droit à la déconnexion, l'amincissement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée empêche le bon repos des travailleurs. On nous dit plus loin dans l'article, les conséquences du mal-être, bienvenue dans l'âge de la colère. La question de la santé mentale est importante en elle-même d'un point de vue humain, mais elle est d'autant plus que le mal-être mental des humains influe sur plusieurs domaines. Le mal-être mental peut avoir des conséquences politiques et sociétales. Par exemple, on sait que la colère est un sentiment de plus en plus présent dans la population. On parle même d'un âge de la colère. Madame Morvan termine en disant « Une population en mauvaise santé mentale peut aussi avoir des conséquences économiques. Une recherche menée par le FEM et l'École de santé publique de Harvard indique qu'en 2010, les répercussions économiques des troubles mentaux représentaient 2,5 billions de dollars américains à l'échelle mondiale. » En mentionnant peut-être en terminant le titre à nouveau. Oui, ça s'appelle « Santé mentale, le coût sociétal du mal-être humain », écrit par Mme Aurélia Morvan, qui est journaliste. Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, le 800e rendez-vous, en fait, Pierre Laporte. C'est une émission particulière, donc merci d'avoir été avec moi, évidemment, comme toujours, depuis longtemps. Et à la mise en onde également, merci pour ça. Bienvenue, mon cher. Oui, je remercie pour ton espresso allongé. Tu nous as parlé des coûts du mal-être humain. Très bon sujet. Notre invité, José Kerry, nous a livré un peu ses émotions en nous parlant de son livre Flashbacks. Merci beaucoup, Mme Kerry, d'avoir été des nôtres. Notre collaborateur, Jean-François Plouffe, était aussi des nôtres et nous a parlé de confidentialité en santé mentale. Alors, c'était donc la 800e de Folie douce. Merci tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.